Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette conférence qu'on n'est pas sûr de maîtriser, en réalité. Mais vous allez voir le CV de nos invités, c'est très impressionnant. Et donc, ça va nous permettre d'appréhender la prévision du présent. Alors, si vous faites de la gestion, vous adorez dire que dans 3 à 5 ans, les marchés vont monter. Mais qu'est-ce qui se passe en fait en réalité aujourd'hui? On ne sait pas très bien. Et on va essayer de mieux le comprendre grâce à la visualisation d'un gigantesque entrepôt de données. Grâce à la société QuantCube et à l'exposé préliminaire de Tan Long Nguyen, son fondateur, vous pourrez justement visualiser l'origine de ces données. Alors maintenant, on va vous donner un peu le pédigré de nos invités. Donc Tan Long a un CV impressionnant puisqu'il est diplômé de l'ENSAE, de l'Université de Chicago, de l'ESCP et il est CFA Charter Holder. Et justement, après la présentation de Tan Long, nous aurons donc l'honneur de nous entretenir avec 3 experts du secteur financier. Donc à commencer par Benjamin Louvet, qui est directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM. Benjamin est diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a également été gérant de fonds alternatifs chez BNP Paribas AM. Nous interrogerons ensuite Thomas Privat de Fresnel, le fondateur d'une société technologique qui s'appelle Edo, qui fournit des algorithmes pour l'investissement à quasi haute fréquence. Il corrigera si c'est pas bon. Sur les cryptoactifs, Thomas est diplômé de l'ENS Saclay, après être passé par une classe préparatoire à Louis-le-Grand, et est aussi diplômé de l'université d'Oxford. Et pour finir, nous écouterons donc avec attention François Divet, qui est responsable des assurances Link Securities chez AXA IM Alts. François est actuaire, titulaire d'un doctorat de l'Université de Grenoble, diplômé de l'École nationale supérieure de Lyon et également CFA Charter Holder. Donc nos 3 intervenants nous expliqueront leur méthode de travail et QuantCube tentera d'illustrer leur process de gestion à travers des données que la société traque en temps réel. Et pour finir, vous pourrez poser toutes vos questions et celles que vous n'aurez pas pu poser, les garder pour le cocktail après la conférence. Mais sans plus attendre, merci d'accueillir Tan Long pour la première partie de la conférence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Tan Long, l'un des fondateurs de la société QuantCube Technologies. Une société spécialisée, c'est ce qu'on appelle en intelligence macroéconomique en temps réel à partir du big data. C'est à peu près un peu plus d'une centaine de personnes. C'est une société qui a été créée il y a une dizaine d'années. Et puis avant cela, j'ai commencé il y a 25 ans. J'avais été la première personne à créer ce qu'on appelle les stratégies quant pour le compte de la Société Générale à New York. Et j'avais monté mon premier hedge fund à Chicago. Et puis après 15 ans dans les hedge funds, je vous résume en 15 secondes de ce que j'ai pas appris, non, ou ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la performance financière, cela pouvait être bien d'avoir accès, d'analyser l'information avant tout le monde. Donc c'est pour ça que vous allez voir que des données alternatives en temps réel. On n'utilise aucune donnée de marché et aucune donnée officielle pour estimer la macroéconomie. Donc je vais vous présenter le sujet du code de macroéconomie. C'est un sujet qui me passionne, ça fait 25 ans, j'y pense nuit et jour, nuit comprise, quasiment week-end compris, à ces sujets. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous faire partager ma passion, qui est plus l'analyse de données que la macroéconomie. Du moins, j'aime bien la macroéconomie aussi, mais surtout comment extraire de la valeur de tout ça. Donc je vous montre tout ça, je vais vous présenter cela, voilà. Donc, comment ça se passe? Il y a 3 couches de valeur. La première couche de valeur, c'est justement un entrepôt de données en temps réel qui a été constitué depuis la création de la société, et même avant la création de la société, où vous avez 4 typologies de sources de données. C'est ce qu'on appelle les données textuelles, ça s'appelle les données des réseaux sociaux, en anglais, en français, mais également en arabe pour le pétrole, ou en chinois pour tout ce qui est minerai de fer. Ça, ce sont les données textuelles. La deuxième type de source de données, c'est ce qu'on appelle les données satellitaires. Donc on a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour développer tout ce qui est application FinTech à partir des données satellitaires. Et en fait, sur les satellites, vous avez différents types de capteurs. Vous avez des capteurs optiques, c'est comme si vous prenez des photos, soit basse résolution pour voir une ville, ou soit haute résolution, 30 cm de résolution, pour voir ce qui se passe à un niveau extrêmement granulaire. Un autre capteur, et par contre, quand la Russie a envahi l'Ukraine, vous ne voyez rien parce qu'il n'y avait que des nuages.
Dans ce cas, vous allez utiliser des données radar. Les données radar, c'est des capteurs qui envoient des signaux. Regardez combien de temps ça met pour remonter. Et ça permet de capter la hauteur de l'immobilier, quasiment à 10 cm près. Donc vous pouvez voir les ponts qui se sont effondrés, par exemple, sur ce même cas-là, ou la hauteur de l'immobilier. Voilà. Donc ça, et puis troisième type de capteur, c'est ce qu'on appelle la composition de l'atmosphère. Ça peut être le méthane, mais ça s'appelle le dioxyde d'azote. Pourquoi le dioxyde d'azote? Parce que c'est un gaz polluant émis par le secteur industriel lourd, et je vais vous le montrer en temps réel sur les villes industrielles. Voilà, donc ça c'est les données satellitaires. Les données de géolocalisation, on peut beaucoup plus imaginer. On traque tous les navires en temps réel, que ce soit les tankers, les navires qui transportent du LNG, les bulks, etc. On suit plus de 100 000 avions aussi en temps réel. Et puis la dernière technologie que je vais vous présenter, justement, sur laquelle je dors très peu ces derniers mois, parce que je pense qu'elle est très puissante, mais bon, du moins elle me fait un peu peur, mais c'est comment, à partir du nom d'une société, on est capable de vous retrouver tous les actifs sans utiliser de données officielles. Donc voilà, ça c'est notre entrepôt de données. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Après, la deuxième couche de valeur, en fait, c'est toute la couche d'intelligence artificielle. Donc en entrée, vous allez avoir des données satellitaires. En input, vous allez avoir un indice de croissance urbaine, c'est-à-dire une série temporelle. En entrée, vous allez avoir encore une donnée satellitaire. Et en sortie, en output, vous allez avoir le rendement de blé ou le rendement du maïs. En tout cela, pour passer de l'input à l'output, ce sont des algorithmes de computer vision ou de deep learning, etc. Ça, ce sont des algorithmes d'IA. Pour les données textuelles, bien sûr, ce sont des algorithmes de ce qu'on appelle d'analyse textuelle. On a commencé ça il y a même plus d'une dizaine d'années. Et une chose qu'on fait aussi, c'est en natif. C'est-à-dire, on a une équipe de data scientists chinois pour analyser la langue chinoise. Et en plus, non seulement on a des personnes qui viennent de Chine, mais de Taïwan et de Mongolie. Et s'entendent tous très bien aussi pour travailler. Également en arabe aussi. Voilà, on a 25 nationalités en interne, c'est une centaine de personnes. Donc, et c'est la deuxième couche d'analytics. Et puis la troisième couche d'analytics, après, justement, c'est la couche économétrique. Donc, justement, là, on a fait des modèles qu'on appelle de nowcasting. Qu'est-ce que ça veut dire nowcasting? Ça vient de forecast now. Donc, comme Pierre le disait, on prévoit le présent. On ne fait pas plus que ça. On ne va pas vous prévoir à 1 mois ou à 3 mois, on vous prévoit ce qui se passe aujourd'hui. Et que ce soit de point de vue croissance économique, inflation, production industrielle, etc. Et tout cela, c'était développé pour les marchés des capitaux. C'est comment avoir l'information, les grandes tendances macroéconomiques avant le consensus de marché. Et ce n'est pas pour remplacer l'INSEE, c'est là d'où je viens, et je les adore. Mais ce n'est pas du tout... l'objectif, c'est comment être en avance par rapport au consensus. Vous verrez aussi qu'on a de très fortes corrélations, c'est 95% de corrélation. Je suis désolée à tous qui sont... Il n'y a pas de souci. Donc, très corrélé par rapport, en fait, on fait d'abord les modèles sur l'économie américaine, et après, tous ces modèles-là, comme bien sûr aux États-Unis, la qualité des sources de données, comme vous le savez, est bien meilleure aux États-Unis qu'en Chine, du moins. Avant le Covid, si vous regardez les chiffres de croissance économique, c'est toujours 8.0, 8.0, 7.9, 7.9. Donc, très peu de variance. Donc, on ne va pas benchmarker par rapport aux données macro chinoises. Mais ce qu'on a fait, c'est d'abord des modèles sur les US, sur l'Europe, et après, on exporte ça sur la Chine. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer en live. Et puis, en termes de construction, même si je vous ai parlé de l'IA, donc je vais vous dire comment on fait ça, après, de manière vraiment transparente, vous allez voir. C'est la croissance économique, moi je me rappelle de mon premier cours, GDP égale C plus I plus G plus X moins M. Voilà. Donc l'idée, c'est de traquer exactement ces composantes. La consommation, d'accord? Comment on fait cela? Donc les données alternatives, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est capable de vous dire exactement le nombre de personnes dans le Starbucks dans la ville de Des Moines. Des Moines en Iowa ou Topeka au Kansas. N'importe quel Starbucks, on est capable de vous dire combien il y avait de personnes hier, de 2019 à aujourd'hui, d'accord? Là, la question, donc ça vous donne bien sûr le retail sales au niveau des magasins. Vous le croisez avec les cartes de crédit aussi qu'on a comme données. Et puis évidemment, ça va vous donner l'estimation de la consommation consumer staples ou consommation discrétionnaire. C'est comme ça qu'on arrive à très bien estimer la consommation. Ou également, on a toutes les revues, les consumer reviews des hôtels.
Et d'ailleurs aussi, vous avez une relation positive entre le prix d'une chambre d'hôtel et le taux d'occupation, notamment pour les hôtels 2 et 3 étoiles qui dépendent des prix. Voilà. Donc en fait, on arrive à très bien estimer la consommation. Après, je vais vous montrer du coup pour utiliser les données satellitaires pour estimer la production industrielle, donc directement au niveau des villes. Et après, vous l'agrégez au niveau du pays, et comme poids, c'est la population de la ville. Pour tout ce qui est import-export, vu qu'on suit tous les navires, on a une très bonne idée de tout ce qui est import-export. Également, on récupère en fait toutes les offres d'emploi de toutes les sociétés du S&P 500 et on les agrège après au niveau sectoriel, la classification GICS, non seulement aux US, mais également en Chine. Et donc là, c'est des sources de données uniques auxquelles on a accès. Ça permet de vous dire où en est le marché de l'emploi en Chine au niveau sectoriel. Et du coup, après, vous utilisez un modèle économétrique pour estimer la croissance économique. Et donc, ce n'est pas un modèle de machine learning, hein. C'est un modèle économétrique, de telle sorte, vous savez d'où vient la croissance économique. Maintenant, passons à l'inflation. Donc ça, c'est en live, ça fait quasiment une dizaine d'années, mais déjà, il y a 5 ans, ça n'intéressait personne, notre indice d'inflation. Et je vais vous dire comment on l'a construit. Donc on a cette chance, on a eu la chance d'avoir une subvention de la Direction générale des entreprises que je remercie. C'était 1,3 million d'euros quand même. Et on a développé ce qu'on appelle l'inflation en temps réel. Comment on fait ça? Par exemple, la composante énergie, on traque plus de 15 000 stations essence en temps réel. Donc dès qu'il y a un changement de prix, de diesel, gasoline, etc., on est au courant. Pour la composante food, on récupère plus de 5 millions de prix par jour. Donc on a le prix des pommes calibre 50-55, des entrecôtes de 300 grammes. On a tout ça vraiment en temps réel. En même temps, voilà, je connais bien toutes les saisons maintenant depuis aussi, pour cuisiner. Pour tout ce qui est inflation core goods, on a les prix des automobiles, non seulement nouvelles et usagées, parce que parfois, au Canada, il y a eu des changements de méthode statistique. Avant, ils ne différenciaient pas used cars et new cars. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'estimer en fait l'inflation vraiment en daily. Tous les jours, on est capable d'estimer l'inflation. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en novembre 2021, à ce moment-là, c'est là où vous avez eu la plus grande hausse d'inflation sur les 30 dernières années. Donc nous, dès le 22 novembre 2021, on voyait l'inflation à 7,0%. Quand le consensus était publié entre le 8 et le 9 décembre et le chiffre officiel le 13 décembre. Donc là, c'est une belle opportunité d'arbitrage fixed income, en fait, entre les inflation linked bonds et les treasuries. Là, on a vu le point de retournement de l'inflation. Et puis également, on est capable d'avoir les différentes sous-composantes de l'inflation, type inflation core goods, inflation core services. Et en début d'année, on a pu voir la surprise sur la forte, en fait, augmentation de la inflation core services, publié seulement le 14 février 2024. Et en fait, ça venait de l'augmentation du prix des primes d'assurance pour 3 raisons. Manque des composantes, prix de la main-d'œuvre qui avait été élevé et événements climatiques dans lesquels nos amis d'AXA vont parler dessus par la suite aussi. Après, ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant tout cela en temps réel. Donc maintenant, à quoi ça ressemble justement, toutes ces données macroéconomiques. Donc ce que vous voyez à gauche, du coup, c'est toutes les grandes variables macroéconomiques, sauf ce qu'on apporte, l'innovation, c'est d'estimer tout en journalier, non révisé et point in time. Donc là, voilà, updaté, on est bien le 12 décembre, ce que vous voyez en bas, d'accord? Et là, les données en daily sur la croissance économique chinoise. D'ailleurs, ce que vous voyez, c'est qu'on est bien en dessous des 5%, d'accord? Et surtout, on est capable de vous expliquer la décroissance de la croissance économique chinoise. Vous avez les données historiques. Et ce que je vous disais, c'est maintenant comment on en arrive là. Et par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, fin 2022, il y avait l'ouverture de la Chine. Donc vous aviez le consensus de Wall Street qui était très bullish dès le premier trimestre 2023, alors que là, je viens de vous montrer au contraire un ralentissement de la croissance économique. Ce que je vous disais, on récupère toutes les offres d'emploi et je vais vous montrer justement, nous, ce qu'on voyait dès le premier trimestre de 2023. Regardez justement, là, on est dans le consumer staples. Regardez, là, 2023, ça s'effondre, du moins ça ralentit. Après, un autre secteur qui est orthogonal, le secteur des materials. On voit la même tendance. Mais d'ailleurs, on peut vous expliquer que la croissance économique chinoise, ces dernières années, ça vient du secteur des materials. Vous voyez ? Ça, c'est du point de vue sectoriel. Après, je vais vous montrer une autre source de données. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà.
Vous allez voir, on suit tous les navires en temps réel, là, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est de voir tous les exports, voilà, de pétrole, charbon, minerais de fer, LNG, tout ça, voilà, en temps réel, et même par type de navire. Et je vais vous montrer une donnée, à mon avis, c'est pas à mon avis, qui intéresse beaucoup de personnes, les données, les exports de pétrole russe. D'accord. Donc regardez, justement, hop, tout le monde sait ce qui s'est passé, et regardez l'export massif de pétrole le premier trimestre 2023. D'accord, vous le voyez là. Et après, un ralentissement qui est une conséquence de ralentissement de la croissance économique chinoise. Et là, justement, ce qui est super intéressant, du moins, je sais, en tout cas, je trouve, c'est, vous savez ce qui s'est passé en Chine, intervention de la Banque centrale chinoise, là, ça remonte. Pourquoi? L'argent, il a été dans les state-owned enterprises dans le nord-est de la Chine, et, secteur industriel lourd, mais par contre, regardez, voilà, ça ralentit déjà. Donc la question, c'est est-ce que l'impact à long terme, justement, de l'injection de liquidité. Donc nous, on n'est pas très convaincus dessus. Et en même temps, je vais vous montrer pourquoi on n'a pas été surpris par l'injection de liquidité. Et là, on va utiliser les données satellitaires. Donc maintenant, voilà, c'est la production industrielle. Vous regardez les villes industrielles en Chine, Pékin, Guangzhou, etc. Wuhan, bon, tout le monde connaît Wuhan, malheureusement. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble en temps réel. D'accord? Donc là, en rouge foncé, voilà, on se plaçait. Vous allez voir, ça va sortir, ça met un peu de temps. Hop. Voilà, en même temps, non, je ferme ça. Voilà. Rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire forte production industrielle. En décembre 2019, vous le voyez, d'accord? Tout le monde sait ce qui se passe. Vous allez le voir. D'accord? Et là, la question, bien sûr, quand on est sur les marchés, c'est les points de retournement. Et là, je vais vous dire exactement quand est-ce que ça reprend. Entre la première et seconde semaine d'avril. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé cet été en Chine? Je vais vous montrer, nous, ce qu'on a vu. Et donc, tout ça, c'est en temps réel. Regardez. Là, en juillet 2024, vous savez? Août 2024, il n'y a plus rien qui se passe. Secteur automobile, vous savez où sont passées les automobiles chinoises à bas prix, d'accord? Donc voilà, nous, voilà, c'est pas surprenant, énorme inventaire, tout tourne au ralenti, et maintenant ça y est, ça repart, d'accord? Donc là, en même temps, quand vous agrégez même ces données-là par ville, ça va vous donner la demande d'énergie, que ce soit la demande d'énergie de fuel pour les usines. Si vous avez de la congestion, c'est la demande d'énergie en gasoline, etc. Voilà. Et puis après, le sujet qui intéresse aussi beaucoup de monde, c'est l'inflation. Aussi. Donc là, c'est comme je vous ai dit, avec l'agrégation des différents prix, ce que vous allez voir, c'est l'inflation ici, et avec les différentes sous-composantes. Et donc là, je vais vous montrer l'une des composantes que la Fed regarde, la composante headline. Voilà. Après, vous avez les différentes sous-composantes, qui est la composante énergie aussi. Donc je voulais vous montrer tout ce qui est économie vraiment en temps réel, les grandes variables macro. Et puis après, justement, les différents cas d'usage, justement. Et c'est là où on passe, justement, aux différents cas d'usage. Bon, ça, c'est différentes publications. Et donc là, comment c'est utilisé? Maintenant, on estime que 5 jours pour que les marchés digèrent cette information sur les marchés concernant l'inflation. D'accord? 5 jours à peu près. Pour la croissance économique, c'est entre 20 et 30 jours. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a croisé croissance économique et inflation, ce qui permet de définir des régimes de marché, des régimes macro. Donc vous êtes dans 4 régimes macro. Voilà. Quand tout va bien, c'est ce qu'on appelle heating up. Quand ça va moins bien, c'est ce qu'on appelle ralentissement de la croissance économique. Mais surtout, après, cela permet d'estimer en temps réel, maintenant, dans quel régime macroéconomique vous vous situez. Et quand vous savez dans quel régime macroéconomique vous vous situez, vous savez dans quelle classe d'actifs vous allez aller. Quand tout va bien, vous allez aller plutôt dans les cyclical assets et inversement. Et en fait, je vais vous montrer maintenant d'un point de vue performance que ça marche aussi bien du côté equity, como, asset allocation. Donc là, voilà, c'est le cadran. Et donc là, justement, quand vous savez dans quelles conditions macroéconomiques vous êtes, vous pouvez faire une sélection sectorielle.
Donc, par exemple, sur le marché US, c'est ce qu'a fait MSCI, donc qui a utilisé seulement nos données pour faire des indices à rotation sectorielle sur lesquels ont été créés des produits structurés. Donc là, c'est ce que vous voyez, ça a été la courbe de performance en jaune, Net of Execution Fees. Et non seulement ça marche sur le marché US, ça marche sur l'Europe, ça marche sur le Moyen-Orient, ça marche sur le Japon, ça marche sur la Chine. Et si vous voulez la version long short, qui est la version hedge fund, en fait, vous shortez le secteur, le cadran opposé. Et là, ça permet de faire des stratégies market neutres aussi, donc des alpha stratégies, à partir du même cadran directement. Donc là, après, ça peut faire des stratégies de cross asset. Et je vais vous montrer le cas que je préfère le plus aussi, comme je sais l'arbitrage statistique. Et l'une chose qu'on m'avait dit, c'était l'une des choses les plus difficiles, c'est de faire du P&L provenant des positions short en marché très haussier, notamment en 99 pendant la bulle Internet. Donc, et là, l'idée, c'était de se dire, bon, maintenant, on arrive à estimer la croissance économique en temps réel en Chine, aux États-Unis, et de faire des indices de risk-on, risk-off. Et donc là, on se dit, quand la croissance économique ralentit aux États-Unis et en Chine en même temps, on est en risk-off, parce que ce sont quand même les deux grandes économies. Et ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on voit en rouge. Donc on peut voir que les marchés descendent. Mais la question, est-ce que ça délivre de la performance? Et donc là, ce qu'on a fait, c'est, du moins ce qu'on a fait en simulation, on n'est pas une société d'investissement, d'accord? C'est pour montrer simplement la valeur de quelques données. Et là, on a fait stratégie short only, conditionnellement au risk-off régime que vous voyez en rouge. Et vous voyez que ça fait la perf positive de 2016 à aujourd'hui. Ou sinon, moi je traitais aussi le VIX, j'étais sur les dérivés. En général, quand vous êtes long VIX futur, vous partez quasiment tous les jours, du moins pour Theta. Et là, l'idée, c'était de se dire, j'ai envie d'être long VIX futur, conditionnellement au risk-off régime, et vous voyez, vous faites de la perf positive. Donc là, ça permet de faire aussi des stratégies de hedging en overlay. Donc là, là, c'est les alphas, c'est ce que je vous disais, ça. Donc là, après, quand vous avez l'inflation avant tout le monde, ça permet de faire des stratégies d'arbitrage entre inflation-linked bonds et treasuries. Et après, quand vous mettez 5 jours de lag, vous n'avez plus d'alpha. C'est pour ça qu'on dit que le marché, le break-even, met jusqu'à 5 jours pour digérer l'inflation par rapport au break-even inflation. Voilà. Après, vous pouvez faire les différents ciels de spread entre l'euro-dollar. Quand vous attendez à ce que l'inflation augmente, en fait, vous attendez, par exemple aux US, vous attendez à ce que le US dollar s'apprécie. Et là, ça permet de faire des stratégies systématiques sur l'euro-dollar, ou une stratégie plus simple que j'aime bien, c'est sur le Australian dollar. Qu'est-ce qu'on fait? On suit les navires qui exportent du minerai de fer, tout simplement. Et quand vous avez une accélération du nombre de navires qui exportent du minerai de fer, vous attendez à une appréciation de l'Australian dollar. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi les quelques cas d'usage. Vraiment, c'est des cas, un paramètre. Après, c'est en général le rôle des PM avec leurs données. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est des données complémentaires par rapport aux données existantes, que je clarifie, par rapport aux données de marché, etc. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle le nowcasting. Je voulais voir s'il me reste 5 minutes. Donc là, c'est vraiment les applications macro, nowcasting et les cas d'application. Là, maintenant, c'est les derniers sujets de recherche de nowcasting, maintenant. Mais c'est le nowcasting au niveau des sociétés elles-mêmes. Vous allez voir. Donc là, vous allez voir, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le fait maintenant au niveau des actifs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On analyse plus de 600 000 articles de journaux par jour. Donc, non, plus exactement, vous avez 600 000 articles de journaux qui arrivent par jour dans nos serveurs. Donc vous nous donnez en fait le nom d'une société. Et en fait, d'abord, privé ou public, on est capable de trouver tous ces actifs, la géolocalisation, qui détient les actifs, les ownership, et qui finance les actifs. Quand vous avez la géolocalisation des actifs, c'est là où vous allez utiliser plusieurs types de données satellitaires pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, pour différentes raisons, que ce soit risque physique, revenus, etc. Donc là, c'est ce qui permet de créer maintenant, et ça, je crois, c'est assez unique. Bon, c'est de la technologie militaire que vous avez pour les applications civiles, en fait. Et là, en fait, on est capable de screener, en fait, tous les actifs de manière dynamique. À qui appartiennent les actifs, à qui c'est vendu, etc. Bon, après, je vais vous montrer. Et là, en fait, là,
en tant qu'analyste financier, CFA, je me suis toujours dit comment on pourrait estimer les retail sales en temps réel. Ben, vous utilisez les données télécom, c'est ce que je vous disais. Le salary expense, vous avez toutes les offres d'emploi. Les commodity expense, vous suivez tous les navires. Les interest expense, vous avez l'inflation, donc voilà, pour la dette. Et le fixed asset, vous prenez des photos, des constructions. Voilà. Les intangible assets, qu'est-ce que les gens pensent justement sur la société ou les patents pour l'innovation. Toutes ces données, ça c'est des données alternatives qui sont disponibles en temps réel. Voilà. Donc rapidement, pour de l'immobilier par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez Columbus Circle à Central Park, ça c'est détenu par un des fonds souverains. En 2 jours, je vais vous montrer ce qui a été fait. Donc simplement, on connaît simplement l'actif, qui sont les 2 grandes tours que je vous ai montrées. En temps réel, on a été capable de vous dire le nombre de personnes que vous avez dans les 2 tours, d'accord. Donc l'estimation de la perte de revenus entre pré et après Covid, d'accord, moins 35%. Mais après, quand vous croisez ça avec les données textuelles, on a été capable de trouver de manière systématique tous les magasins dans les tours, d'accord. Et surtout, de vous dire où étaient les gens. Donc, pour toutes les, on est capable de vous dire voilà, que Amazon Books a ouvert de mars 2021 à mars 2022. Tout ça, maintenant, c'est en temps réel, ces données. Bon, là, la dernière chose, maintenant, c'est la consommation aux États-Unis. On veut voir quand est-ce qu'elle retourne. On suit 15 000 McDonald's au niveau du zip code. Et justement, ce qui nous intéressait, un autre dataset qu'on a eu, c'est plusieurs centaines de millions de loans, personal loans, avec les delinquency rates. Et on voulait savoir que si les gens ils vont moins souvent au McDonald's, au zip code, d'accord, est-ce que c'était un indicateur avancé du delinquency rate? Et là, vous l'avez au zip code là. Là, c'est le occupancy rate qui diminue et là, c'est le delinquency rate qui augmente aussi. Donc, on est assez confiant pour dire qu'il y a une relation très négative entre le moins de personnes vont au McDonald's ou au quick service restaurant et l'augmentation des delinquency rates. Et là, le dernier cas, c'est les mines. Donc là, c'est maintenant des sociétés chinoises qui viennent nous voir pour voir ce qui se passe en Chine. Ça, c'est assez intéressant. Et donc là, c'est des actifs chinois, parmi les plus grandes mines chinoises. Donc c'était des banques chinoises. D'ailleurs, on a retrouvé que, bien sûr, elles finançaient ces actifs tout en trouvant tous les scandales qu'on a vus sur cette banque chinoise. Mais ça, on ne l'a pas dit. Du moins, on ne l'a pas écrit dans la note. On avait des actifs. Après, vous utilisez les données satellitaires pour voir la différente construction. Et donc, on a toutes les données historiques aussi. Bon, vous allez voir les inventaires, etc. Et après, les dernières technologies, maintenant, c'est vous capter en daily des données haute résolution, justement, les inventaires de nickel. Et ce qu'on peut voir, là, ça brille bien, c'est des inventaires de nickel. Là, ça brille moins. Ça veut dire que quand le prix du nickel il a augmenté, ils ont vendu leur inventaire et vous pouvez estimer le revenu de la mine en temps réel qui remonte au ministère de l'économie chinois d'ailleurs. Voilà. Et donc là, après, vous avez un modèle économétrique qui permet d'estimer l'activité de la société elle-même. Voilà. Bon, après, on suit tous les data centers dans le monde, aussi les différentes constructions, parce que maintenant, c'est tout ce qui est IA qui consomme de l'énergie, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer voilà, les dernières technologies, voilà, c'est les classifications des actifs. Et après, vous mettez tout ça sous une forme de graphe, donc du textuel, du graph analytics, là, et c'est les dernières technologies, ce qu'on appelle LLM Analytics, pour faire de la supply chain après, voilà, en temps réel. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que c'était le Nowcast au niveau macro et au niveau des sociétés. Puis ben, merci beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et de la gestion d'actifs et voir si finalement on peut avoir une interaction entre nos gérants d'actifs et le nowcasting. Donc on va commencer par interviewer Benjamin Louvet. Donc rebonsoir Benjamin. Tu es un gérant assez emblématique de la place parisienne puisque tu t'es très tôt intéressé quand même aux matières premières et aux métaux précieux. C'est quand même ta marque de fabrique. Mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant toute chose? Quand tu dis emblématique, tu veux dire vieux, c'est ça? Est-ce que je ne suis pas plus vieux que toi? Je ne sais pas. Bon, merci en tout cas. Et merci de m'inviter parce que je ne suis pas si effet, mais bon, voilà. Je me soigne. Il n'est jamais trop tard. C'est ça, c'est ça. Parler de mon parcours, oui, moi j'ai fait des études, on l'a dit, à l'université. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans la finance au Palais Brongniart. Qui a fermé 6 mois après mon arrivée. Je pense que je n'y suis pour rien, mais je ne suis pas sûr. Donc dans le brokerage, dans un premier temps, dans une filiale de BNP. Puis je suis assez vite passé côté asset management.
Et je me suis intéressé à un peu la même chose que toi, Long-Tan, puisque j'ai fait Tan Long, pardon, c'est dans l'autre sens. Parce que j'ai fait des modèles de gestion systématique, CTA, pour BNP dans un premier temps. Et puis j'ai quitté BNP en 2002 pour monter ma propre société de gestion, avec le soutien de mon ancien employeur. Et on a géré des CTA pendant quelques années avant de se rendre compte que vendre des fonds systématiques en France, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gérants d'actifs et les banques privées en France ont souvent besoin quand même qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et ils ne sont donc pas très friands. Il y a moins d'appétit pour le risque que ce qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres pays, au UK notamment ou aux États-Unis. Donc on s'est posé la question assez rapidement de savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on savait faire, ce que ne savaient pas forcément bien faire les autres. Et dans les CTA, on travaillait notamment sur les matières premières. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être de la valeur ajoutée à proposer là-dessus. Il faut se replacer dans le contexte. Hein. Je vous parle d'une époque qui date de maintenant presque 20 ans, c'était en 2005. À l'époque, les ETF sur l'or n'existaient pas. Et on a l'idée de lancer des fonds sur les matières premières qui permettent d'investir facilement dans les matières premières. Et le premier qu'on lance, c'est un fonds qui permet de s'exposer à 100% à l'or dans un fonds qui s'appelait à l'époque un FCIMT, un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme, où on pouvait ne pas avoir de diversification du tout. Et 3 mois après, Lyxor lance le GBS. On s'est demandé s'il n'y avait pas des micros chez nous, mais ça ne nous a pas empêché d'avancer. On a fait des fonds sur d'autres matières premières. Voilà. Et puis petit à petit, on a développé cette expertise. En 2007, BNP a commencé à faire de l'incubation. Ils sont rentrés à notre capital, donc on était vraiment partis en bon terme. Ensuite, Ophi est rentré à notre capital sur le lancement d'un autre produit. Et puis en 2014, en voyant les évolutions après la crise de 2008, on a vu plusieurs évolutions se dessiner. La première, c'est que la réglementation devenait de plus en plus lourde à gérer et donc nécessitait de plus en plus de moyens pour cette partie-là. Les taux baissant, les institutionnels étaient prêts à payer des frais de moins en moins élevés. Alors nous, on était sur des actifs particuliers, donc ça allait encore, mais globalement, c'était un mouvement qu'on sentait se dessiner. Et puis, on sentait aussi que les institutionnels travaillaient avec de moins en moins de sociétés de gestion de plus en plus grosses. Voilà. Donc, on a réfléchi à se rapprocher d'autres sociétés. Et en fait, Ophi, à ce moment-là, nous a dit, mais en fait, nous, on a déjà un tiers de votre capital, on aime bien ce que vous faites. Est-ce que le plus simple, ce ne serait pas que vous veniez travailler chez nous? Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai rejoint Ophi Asset Management, devenu depuis Ophi Invest Asset Management, puisque on a fusionné l'année dernière avec la branche française d'Aviva, et qui avait une société de gestion qui s'appelait Aviva Investors France. Voilà. Et j'ai commencé à développer les fonds métaux pour le compte d'Ophi. On avait lancé un fonds sur les métaux précieux qu'on avait fait évoluer en 2014 avec l'apparition de la réglementation UCITS, ce qui fait que ce fonds n'a plus que de l'or, mais aussi d'autres métaux précieux. On pourra en dire un mot tout à l'heure parce que ça rejoindra un petit peu les remarques que je peux avoir sur le travail de Tan Long. Et puis, on a lancé en 2022 un deuxième fonds qui, lui, est plus dédié aux métaux qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Pour faire l'histoire très simplement, la transition énergétique qu'on est en train de mener consiste à se débarrasser des énergies fossiles pour recourir aux énergies bas carbone, essentiellement les énergies renouvelables. Mais la science est relativement formelle sur une chose, c'est qu'on ne sait pas faire d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On sait faire de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ça fait une énorme différence parce que ce transformateur, il faut le fabriquer. Et pour le fabriquer, il faut des métaux. Donc quelques exemples rapides. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Vous avez 5 tonnes et demie de zinc pour la protéger contre la corrosion. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Vous avez 6 fois plus de minéraux critiques. Et donc, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la transition énergétique revient à dire qu'on transforme notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'on n'était pas prêt du tout pour ça. On n'est pas prêt du tout, non pas qu'on n'ait pas assez de métaux, c'est la première question qu'on pourrait se poser. La réponse à cette question est, rassurez-vous, on a assez de métaux. J'ai un de mes camarades qui s'appelle Emmanuel H, qui est économiste et qui travaille à l'IFP Énergie Nouvelle et à l'IRIS, qui est directeur de recherche, avec qui on a écrit un bouquin sur le sujet, qui a développé un modèle dans lequel il a essayé d'estimer la quantité de métaux dont on aurait besoin si on veut rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique. Et la conclusion à laquelle il arrive, heureuse, c'est qu'on a assez de métaux
pour réaliser cette transition énergétique, mais sur certains métaux, ça va être relativement compliqué. Les principaux métaux sur lesquels ça sera compliqué, par contre, ce n'est pas forcément ceux auxquels vous pensez. On aura largement assez de lithium. On aura largement assez de terres rares, qui sont d'ailleurs très mal nommées parce que ce ne sont pas des terres et elles ne sont pas rares. Mais ce n'est pas l'objet. Non, les métaux sur lesquels on va avoir des problèmes, c'est des beaucoup plus gros métaux et c'est plus embêtant. C'est des métaux comme le cuivre. La conclusion d'Emmanuel avec son modèle, c'est qu'à horizon 2050, on aura consommé 90% des ressources aujourd'hui estimées de cuivre dans la croûte terrestre. On aura consommé 80% de la bauxite qui sert à faire de l'aluminium. On aura consommé 70% du nickel. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous ces chiffres sont en dessous de 100 et que les métaux ont un gros avantage par rapport aux énergies fossiles. C'est qu'une énergie fossile est une matière première de consommation. Quand vous l'utilisez, vous la brûlez, elle disparaît. Un métal est une matière première de stock, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, eh bien, à part pour l'uranium, elle ne perd pas ses propriétés. Donc vous pouvez la réutiliser une fois que son immobilisation est terminée. Donc ça veut dire qu'on a assez de métaux pour faire la transition. Mais quand on répond à cette question, on n'a répondu qu'à la moitié de la question. Parce que dire il y a assez de métaux, ça veut dire que la taille du réservoir est assez grande. Mais il y a une deuxième question qui se pose. C'est la taille du robinet. C'est à quelle vitesse je suis capable de sortir ces métaux de la croûte terrestre. Est-ce que je peux les sortir suffisamment vite pour répondre aux besoins de la transition énergétique? Et la réponse à cette question est beaucoup moins évidente. Je vous donnerai juste un exemple pour essayer d'aller vite. Sur le cuivre, l'Agence internationale de l'énergie, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE sur les questions énergétiques, estime qu'aujourd'hui dans le monde, il y a 250 mines de cuivre opérantes. Si on prend la taille moyenne de ces 250 mines de cuivre, l'Agence internationale de l'énergie, que je vais appeler l'AIE parce que ça va plus vite, estime qu'il faudrait rajouter, pour répondre aux besoins de la transition énergétique, 80 mines de cuivre supplémentaires. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, l'AIE rajoute qu'aujourd'hui dans le monde, en moyenne, développer une nouvelle mine, ça prend 17 ans. Et ce n'est pas une histoire de pays sous-développés. Aux États-Unis, ça prend 22 ans. Et donc, l'AIE dit, si on veut avoir assez de métaux à temps pour la transition, il faut que ces 80 mines elles soient sanctionnées par une décision d'investissement avant fin 2025. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 10 projets de mines de cuivre qui sont à l'étude. Donc, on est déjà en retard. Et donc, partant de ce principe-là, on s'est dit, il y a un vrai potentiel d'appréciation du prix des métaux. C'est notre sentiment, on n'est pas les seuls. Le FMI a fait un papier sur le sujet en 2021 où ils évoquent une augmentation du prix du lithium, du cobalt et du nickel de, je cite, quelques centaines de pourcents d'ici 2040. En fait, quand vous regardez l'étude, c'est d'ici 2030. Ils n'ont pas voulu paniquer tout le monde. Et sur le cuivre, une hausse du prix de 60%. Et le FMI d'ajouter dans son papier, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, la hausse pourrait être plus importante que ça. Voilà ce à quoi on s'attend. Et donc, on décide de monter un fonds UCITS, donc, qui respecte les normes européennes, ce qui est très compliqué sur les matières premières, on pourra y revenir, et ce qui a certaines conséquences. On y reviendra sans doute aussi. Et c'est le fonds qu'on a lancé en 2022 avec l'aide de nos clients, et sur lequel on gère aujourd'hui à peu près 250 millions d'euros. Il y a eu quelques complexités dans l'évolution du prix des métaux qui ne sont pas montés aussi vite qu'on l'espérait parce qu'il y a eu le Covid et qu'il a fallu apurer les stocks qui ont été constitués pendant le Covid, mais on est au début d'une tendance séculaire. Jeff Currie, l'ancien patron de la recherche de Goldman Sachs, disait que ce serait la plus belle tendance qu'il n'aurait jamais vue dans toute sa carrière. Donc on pense qu'il y a énormément de potentiel et on approche ce marché plus comme un gérant de portefeuille que comme un trader. Ça permettra de faire le lien peut-être avec l'approche de Tan Long. Sachant que je suis content qu'on se pose aujourd'hui cette question de savoir si on peut prédire le futur. Il y a quelques mois, on ne se la serait pas posée parce que je ne sais pas si tu te souviens, je vais essayer de me la ramener un peu parce que je n'ai pas mon CFA, mais il y a quelques mois encore, les taux étaient négatifs. Pourquoi il y a des taux d'intérêt? Les taux d'intérêt rémunèrent le fait que le futur soit moins sûr que le présent. Donc si les taux sont négatifs, ça veut dire que le futur est plus sûr est plus évident que le présent. Voilà. C'est un peu troublant. On a vécu dans un monde comme ça pendant quelques mois. Allez. Justement, parlons des stratégies que tu gères. Elles sont exposées sur des futurs, sur matières premières et métaux. Peux-tu nous expliquer comment tu as conçu ton processus de gestion?
Comment as-tu calibré les modèles d'exposition stratégique que tu exploites au travers de ta gestion? Oui. Alors, il faut savoir, c'est ce que je disais, gérer des matières premières dans un fonds UCITS, c'est compliqué parce que quand vous regardez la réglementation UCITS, la première chose qui est écrite, c'est que faire des matières premières dans un fonds UCITS, c'est interdit. Voilà, donc c'était un point de départ pas facile quand on a voulu faire ça. Mais on a essayé de comprendre pourquoi c'était interdit. Je vais la faire très courte. C'est interdit parce que aujourd'hui, la plupart des contrats à terme de matières premières dans le monde donnent lieu à livraison physique à leur échéance. Il y a ce qu'on appelle un règlement physique du contrat. Et un OPCVM n'a pas le droit de détenir la marchandise physique. Et par extension, l'ESMA refuse qu'un OPCVM ait des futurs sur matières premières parce qu'il aura un risque de livraison. Une fois qu'on a eu compris ça, on a trouvé une solution assez simple en fait. Il suffit que vous trouviez quelqu'un d'autre qui va acheter les matières premières à votre place, qui va vous donner la performance de ces matières premières, et puis vous allez le payer pour ce service. Ce que je viens de décrire s'appelle un swap. Et donc on a mis en place des swaps avec des contreparties. On travaille aujourd'hui avec 6 banques. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce qu'au-delà de ça, la réglementation dit « Ok, vous faites des swaps, vous avez réussi à trouver un moyen de passer, mais il faut que ce swap il soit fait sur un indice, et cet indice, il doit être diversifié. » Voilà. Donc l'indice, on l'a créé nous-mêmes parce qu'il n'existait pas. Il n'y avait pas d'indice qui nous correspondait pour les deux fonds. Et diversifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir au moins 5 actifs sous-jacents. Chaque actif ne doit pas dépasser 20% de votre portefeuille, avec une exception qui peut monter à 35% si vous le justifiez. Voilà. Une fois que vous faites tout ça, vous pouvez arriver à mettre en place un produit sur les matières premières. Vous pouvez développer un produit sur les matières premières. Alors après, comment on a réfléchi la stratégie? Sur Precious Metals, le premier fonds qu'on a lancé sur les métaux précieux, l'idée est très simple, c'est d'optimiser, c'est un fonds outil. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'or et aux métaux précieux comme moyen de diversification. Et il faut savoir qu'un ETF sur l'or ne respecte pas les normes européennes, parce que justement, il n'est pas diversifié. Donc il n'est pas éligible, par exemple, pour les banquiers privés dans les contrats d'assurance vie. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on constitue un produit qui soit achetable par tout le monde. D'où l'idée de faire cette diversification sur plusieurs métaux. On a aujourd'hui de l'or, de l'argent, du platine, du palladium dans ce portefeuille. Alors si vous comptez bien, pour les puristes, ça fait que 4 métaux. J'ai dit qu'il fallait 5 actifs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. En fait, le client va acheter le fonds quand il pense que les métaux vont monter, et il va revendre le fonds quand il pense que les métaux vont baisser, les métaux précieux vont baisser. On ne fait pas de réallocation. Pourquoi? Parce que comme on a très peu de métaux à notre disposition, on est aux limites de diversification proposées par l'AMF. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est le ratio de 35% qui aujourd'hui est sur l'or, le faire bouger d'un métal à l'autre. Mais il faut le justifier. Et donc trouver des justifications, c'est possible. Mais si on revient voir l'AMF tous les 2 mois en leur disant on a une nouvelle justification pour passer le 35% de l'or à l'argent, puis 2 mois après au platine, puis 2 mois après à l'or, il faut nous dire vous êtes gentil, mais vous trichez un peu avec la règle. Donc on a une allocation qui est stable, qui permet quand même aux clients de savoir exactement de quoi ils disposent. Dans l'autre produit, sur les métaux de la transition, enfin ce que nous appelons les métaux de la transition, on considère comme les métaux nécessaires pour la transition. Là, on a regardé, on avait un panel de métaux beaucoup plus large à notre disposition, et on s'impose 2 choses pour constituer ce portefeuille. La première chose, c'est qu'on ne travaille que des marchés liquides, des marchés listés et liquides. Donc, par exemple, dans notre fonds, on n'a pas considéré d'intégrer du lithium pour l'instant. Parce qu'il y a des contrats à terme sur le lithium, mais ils ne sont pas liquides du tout. Bon, en l'occurrence, on ne voulait pas de lithium. Pour la deuxième raison, c'est qu'ensuite, on a fait une analyse du marché de chacun de ces métaux. Et donc, l'idée, c'est de regarder en détail l'offre de ces métaux, la demande de ces métaux, les évolutions attendues. Et surtout, on a constitué aussi ce portefeuille sur la base des technologies qui étaient nécessaires pour la transition énergétique. Mais on a fait quelque chose qui était assez nouveau, c'est que dès le début, on s'est dit, OK, on constitue ce portefeuille comme ça, et ensuite on classe les métaux par ordre d'intérêt, et on garde, du fait des règles de diversification que j'évoquais tout à l'heure, 20% maximum sur une matière première, 35% au maximum sur une seule de ces matières premières.
on est obligé de tenir compte de ça pour faire notre allocation. Donc on regarde combien de métaux nous intéressent et on va faire des pondérations différentes de façon à ce qu'on puisse arriver à respecter ces différentes règles de diversification en fonction de la conviction qu'on peut avoir sur ces différents métaux, sachant qu'il y a un seul métal qu'on va pouvoir mettre au-dessus de tous. Aujourd'hui, c'est le cuivre dans notre portefeuille qui est à 30%. Les autres devront être en dessous de 20%. Donc on a 2 métaux à 16% aujourd'hui, l'aluminium et l'argent. Et puis derrière, d'autres métaux sur lesquels il y a des sujets, c'est le zinc, le nickel et le platine qui sont encore un peu moins élevés, et le plomb et le palladium qui sont uniquement à 4% dans notre portefeuille. Donc on a choisi ces métaux sur la base des technologies existantes. Mais très vite, on s'est dit, ok, ces technologies, elles sont là, mais il y a des technologies qui sont matures et il y en a d'autres qui sont moins matures. Et donc, on doit tenir compte de ça pour faire notre allocation. Mais surtout, sur les technologies qui sont moins matures, le meilleur exemple, ce sont les batteries, sur lesquelles on continue à rechercher en permanence des nouvelles chimies. Les métaux qui sont utilisés aujourd'hui ne seront peut-être pas les métaux qui seront utilisés demain. Donc, il faut qu'on ait la possibilité de changer ce portefeuille. Le lithium n'était pas liquide, il ne nous intéressait pas non plus pour des raisons d'offre et de demande. Et donc, parce que, pour faire très court, je vous ai dit qu'il fallait 17 ans pour ouvrir une mine, mais dans le lithium, c'est un peu différent, parce qu'il y a des mines qui ne sont pas des mines. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les salars en Amérique du Sud, qui se développent beaucoup plus vite. Donc les producteurs de lithium ont été beaucoup plus prompts à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à développer la voiture électrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a trop de lithium. Ça ne va pas durer. Et donc, on se dit, plus tard, ça pourrait être intéressant de rajouter le lithium. Donc, sur l'indice qu'on a fait coter par une société qui s'appelle Solactive, que vous connaissez sans doute parce qu'il cote 30 000 indices aujourd'hui dans le monde, on a mis un comité scientifique qui va se réunir et qui va pouvoir décider de réallouer en rajoutant des métaux dans le portefeuille, en enlevant des métaux du portefeuille ou en changeant les pondérations des métaux dans le portefeuille. Voilà un petit peu le process qu'on a mis en place. Et donc la question pour Tanlong, comme on a pas mal de métaux en jeu et certaines dynamiques, est-ce qu'on pourrait imaginer que Benjamin utilise tes données pour savoir quel métaux choisir ? En écoutant Benjamin, c'était passionnant l'approche. Et après, je pense. Ça marche. Là, ça marche. Ouais. Et puis, justement, j'étais en train de réfléchir. Nous, vous avez vu notre cadran, justement, c'était de se dire, en sélectionnant le type de métaux en fonction du régime macroéconomique, vous allez avoir des métaux qui sont plus cycliques. Et je ne suis pas expert, je pensais copper ou aluminium, des métaux plus défensifs. Et en fonction du régime macro, ça permet d'ajouter en fait une sorte de stratégie à rotation plus sur des métaux qui pourraient être complémentaires en termes de rendement par rapport à ces stratégies. Après, on n'a pas testé, du moins, on a testé ça sur du Bicom Index pour faire mais on n'est pas allé, je pensais, ça c'est directement par rapport au choix des métaux. Et là, on peut avoir plus que 4 métaux, mais après, ça dépend bien sûr de la liquidité. C'était la première observation directement. Et puis après, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des commodités, on a parmi les plus grandes fermes de commodités physiques qui sont venues nous voir, et on était assez surpris. Ils arrivent à très bien estimer tout ce qui est demande et inventaire parce qu'ils les détiennent directement. Mais en fait, ce qui leur manque, c'est la demande de métaux. Et la demande, du moins même de métaux et d'énergie, de manière générale, qui dépend là des facteurs de croissance économique, que ce soit la croissance économique en Inde, en Chine ou au Japon. Donc là, c'est aussi une autre alternative aussi de l'utilisation du nowcast pour justement estimer la demande, ou pour le choix en fait, pour la sélection des métaux ou des différentes énergies. Donc 2 applications du nowcast pour la sélection des métaux. Benjamin, une question que tes investisseurs doivent souvent te poser, comment optimiser son point d'entrée, soit pour une première souscription ou pour des versements complémentaires? À cela, que leur réponds-tu? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur ce que disait Tanlong. Moi, je trouve ça super intéressant et c'est vrai que l'analyse de data comme ça peut vraiment aider une approche, je dirais, extrêmement active de gestion sur ce type sur les matières premières ou sur tout type d'actifs. Je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Après, il faut savoir ce qu'on vend. Nous, on est des gérants, on n'est pas des traders. C'est extrêmement important. Donc, on recherche des tendances de moyen long terme. Et on le fait aussi à cause de contraintes réglementaires. Je n'ai pas dit
j'ai pas décrit tout à fait tout le processus tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on avait un comité scientifique. Ce comité scientifique, il se réunit une fois par an. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait c'est lié à des contraintes réglementaires. Dans un fonds UCITS sur les matières premières, vous êtes obligé de faire un swap sur un indice diversifié. Cet indice, sa méthodologie doit être publique et n'importe qui doit pouvoir le recalculer à n'importe quel moment. Donc, vous ne pouvez pas changer de position quand vous voulez. Quand vous voulez changer de position, il faut que vous preniez la décision, que vous l'annonciez publiquement, bien avant de faire la modification. C'est d'ailleurs pour ça que des indices comme le Goldman Sachs Commodities Index, le GSCI ou le BICOM font 1 ou 2 changements par an, c'est soit semestriel, soit annuel, exactement comme nous. Donc nous, ce comité se fait une fois par an. Parce qu'on doit pouvoir, on le fait en novembre, début décembre, on publie les décisions du comité, elles vont être publiées là, à la fin de demain ou lundi, et on annonce qu'on fera les modifications dans les premiers jours de janvier. C'est la seule façon de faire cette modification dans un fonds qui soit souscriptible par tout client. Voilà. Alors, il y a des gens qui contournent cette règle, parce que l'ingénierie financière est extraordinaire, et qui ont trouvé des petits malins qui leur font 50 indices de matières premières différentes, qui respectent tous les normes européennes, et puis ils sont long de certains, short d'autres, de façon à arriver exactement à la position qu'ils veulent. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que le monde des matières premières est un monde où les prix sont fixés de façon spot. Vous avez l'habitude de travailler sur des actions, des obligations qui sont derrière des sociétés. La valorisation d'une société, c'est l'actualisation des flux futurs. Et donc, vous incluez le futur dans la valeur de ce que vous êtes en train de valoriser. Dans les matières premières, ce n'est pas le cas du tout. Le prix d'une matière première n'embarque jamais le futur. Pour une simple et bonne raison, c'est que s'il le faisait, il y aurait un arbitrage possible immédiatement pour les producteurs ou pour les consommateurs de cette matière première. Le prix d'une matière première, il est fixé de spot. C'est ce qu'on appelle chez Ophi Invest le syndrome de la tomate. Quand vous allez au marché le dimanche matin et que vous voulez acheter des tomates, pour savoir combien vous allez payer vos tomates, vous vous foutez totalement de savoir s'il y aura des tomates dans 6 mois. Ce qui fera le prix des tomates, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de tomates ce matin ? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des tomates ? Donc on a un prix qui est vraiment immédiat. Donc c'est là que les informations de Talon peuvent être vraiment intéressantes, mais elles vont être difficiles à analyser parce que les acteurs du marché physique vont avoir cette information plus vite que nous. C'est pour ça que nous, on ne veut pas aller chercher des tendances courtes. On regarde vraiment des tendances long terme. Il y a un autre sujet qui est important aussi, et qui fait qu'il y a beaucoup de bruit dans le secteur des matières premières, c'est que je le disais, on est en train de vivre une transformation. Jusqu'à maintenant, quand on a fait des transitions énergétiques, en fait, on n'a pas fait des transitions énergétiques, on n'en a jamais fait. On a fait de l'accumulation énergétique. Donc au fur et à mesure que nos besoins augmentaient, on augmentait la production de différentes sources d'énergie et on les empilait. Là, on change tout. Et l'exemple était intéressant tout à l'heure que tu donnais sur le pétrole, c'est que la consommation de pétrole d'un pays peut baisser pour plusieurs raisons. Elle peut baisser parce que, par exemple, le pays décide de ne plus faire de réserves stratégiques. Donc en fait, l'activité économique continue à fonctionner pareil, mais alors qu'il constituait des réserves stratégiques, là, il ne le fait plus pendant un certain temps. Ça arrive en Chine. Ça peut aussi être le cas parce que vous avez le développement de nouvelles sources d'énergie qui remplacent les sources d'énergie précédentes. En Chine, au 3e trimestre, les émissions de CO2 ont baissé parce que la production d'énergie renouvelable a explosé. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, je vais vous donner juste cet exemple-là, la Chine a installé plus de panneaux solaires que le monde entier, Chine incluse, en 2022. Et en 2024, cette année, la Chine a installé 30% de panneaux solaires de plus que l'année dernière. Et donc, il y a un marché en complet bouleversement, ce qui bouleverse aussi les équilibres. Sur le cuivre, c'est aussi très, très visible. L'année dernière, la Chine va mal au niveau de l'immobilier, va mal au niveau de l'industrie, les PMI sont mal orientés. La consommation de cuivre en Chine l'année dernière augmente de 9%. Pourquoi ? Parce qu'ils développent le réseau électrique, ils développent les panneaux solaires et ils développent les éoliennes et la voiture électrique. Et donc en fait, ce qu'on constate, il y a des graphiques qui le montrent très bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une décorrélation entre la consommation de cuivre et les activités industrielles traditionnelles. C'est plus Dr Copper, c'est Dr Green. Voilà, on a changé de dimension. Je me suis éloigné de la question ou c'était la question ? Non, comment je conseille mes clients ? Non, mais là, je pense que tu as été vraiment très très complet vu qu'il est 20h08. On fait cette analyse et puis on leur donne le fruit de notre analyse et on leur dit si on pense que c'est le moment de rentrer. C'est pas le moment de rentrer d'ailleurs. Voilà, je vous le dis. Eh ben, merci Benjamin.
Et bien maintenant, nous allons interroger Thomas. Donc Thomas, tu es le fondateur d'une start-up qui conçoit des algorithmes qui permettent d'investir, ça c'est très compliance, et de désinvestir très rapidement sur les cryptoactifs. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr, déjà, merci pour l'invitation. Donc, j'ai eu une formation, un parcours scientifique durant lequel j'ai rencontré mon associé qui s'appelle Grégoire Macron. Et donc, on a très très vite pris le parti de nous concentrer sur les maths et l'IA. Donc, j'ai fait l'ENS Paris-Saclay en physique et lui a fait l'ENS seulement en mathématiques. Et ensuite, j'ai fait le master d'intelligence artificielle d'Oxford pendant qu'il a fait son PhD à NYU Courant Institute, qui est aujourd'hui l'endroit où il faut faire de l'IA dans le monde. Et pendant nos études, on a tous les deux fait un stage dans un gros hedge fund quant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de créer des modèles prédictifs qui généraient des rendements. Donc, à partir de là, on a commencé, durant la fin de nos études, à développer des algorithmes de prédiction sur les crypto-monnaies. Donc, il faut comprendre que c'est de la prédiction court terme. Ce qu'on essaie de prédire, c'est les prochaines minutes ou les tendances du marché sur les prochaines minutes, voire les prochaines heures, mais pas sur plusieurs jours. On a eu des résultats qui étaient bons et ça nous a permis de lancer notre premier fonds d'investissement. Donc, c'est un hedge fund qu'on n'a pas le droit de commercialiser en France, donc ce n'est pas le point de mon intervention, mais c'est pour dire que les algorithmes qu'on développe sont ensuite utilisés dans ce fonds et génère un volume de trading d'un peu plus d'1 milliard de dollars par mois. Donc ça reste conséquent pour une asset class comme les cryptos. Donc je vais plutôt me concentrer sur les algorithmes qu'on développe. Donc on est une équipe de 6 quants à développer ces algos de prédiction. Et on récupère énormément de data différentes. Donc évidemment, il va y avoir des données de prix, des données d'order book, des données de volume. Mais il va aussi y avoir des données de news sur lesquelles on fait du sentiment. Donc on va récupérer tout ce qui se dit sur Twitter, sur Telegram, sur Reddit, sur les sites crypto et ça va générer des signaux de trading. Pareil pour des données propres à la blockchain. Comme vous savez, la blockchain, c'est open source et du coup, vous pouvez avoir accès aux trades des plus gros portefeuilles. Vous savez qui a été en bénéfice sur les dernières semaines. Donc nous, on va récupérer toutes ces datas, à la fois les données de marché, à la fois les données alternatives, et ça va nous permettre de générer des prédictions, donc générer de l'alpha. Et on va ensuite avoir un algorithme d'allocation au-dessus de nos différents alphas. Donc on a à peu près une vingtaine d'alphas qui va allouer à la minute à nos différentes stratégies, l'allocation de notre portefeuille. Donc le type de trading que nous faisons, c'est vraiment de l'absolute return multistratégie. Il n'y a pas de biais long, donc on n'a pas de corrélation au Bitcoin et on traite seulement les deux actifs les plus liquides, le Bitcoin et l'Ethereum. Et vraiment l'objectif, donc on a 100% de turnover sur notre AUM en une dizaine d'heures. Donc c'est vraiment l'objectif, on traite chaque minute une petite somme, au bout de 10 heures, vous aurez tradé 100% de votre AUM. Donc l'objectif, c'est vraiment de prédire si le marché va monter ou descendre dans les prochaines minutes. Et on fait de l'argent lorsqu'on fait des prédictions qui sont correctes. Alors, est-ce que tu considères que les crypto-monnaies sont réellement un actif ? C'est pas le sujet. Pour nous, c'est pas tellement le sujet. Je pense que nous, nos vraies problématiques, c'est plutôt les problématiques de liquidité et tout simplement le volume sur le marché. C'est pour ça qu'on se concentre seulement sur les deux cryptos les plus grosses qui sont le Bitcoin et l'Ethereum. Et on ne traite pas donc, toutes les cryptos qui sont plus petites. Mais on n'a pas vraiment d'interprétation sur la nature même des cryptos. Ce qui nous intéresse, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est le volume, la liquidité et la volatilité. Nos stratégies génèrent des rendements lorsque le marché est volatile. Et nous, on part du principe que c'est une asset class qui est de façon inhérente volatile aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on prend ce parti-là. Donc nos stratégies peuvent être vues comme un biais long sur la volatilité des cryptos. Merci Thomas. Une question pour Tan. Quels sont les facteurs qui influencent le cours des cryptos ? On pense à l'élection de Donald Trump ou à la perception de l'inflation, mais est-ce réellement le cas ? Bon, par rapport au premier sujet, je ne sais même pas si je dois répondre à cette question. Là, je dirais, non. Ça me semble assez évident qu'au niveau réglementation, donc il va avoir un impact direct, je pense, sur tout ce qui est digital
assets. Hein. Ça, il suffit de voir. Donc, être très long digital currency, ça semble assez logique. Là, on n'a pas besoin de faire tout le big data hein, qu'on fait, je pense, pour cela. Sachant que c'est vrai que l'impact de réglementation, sinon, ça peut être aussi analysé par les news. Ça, il y a clairement un impact. Également, ce qui impacte également, c'est la liquidité, hein, justement. Et justement, quand vous êtes en fort cycle de croissance, etc., vous avez encore plus de liquidité. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça a un impact aussi directement sur la valeur aussi du Bitcoin. C'est ce qu'on a regardé, mais là, on est plus sur du long terme. Et puis, la troisième source aussi, c'est tout ce qui est l'émergence hein, maintenant de tout ce qui est technologie blockchain. Et là, il y en a de plus en plus qui fait que ça permet c'est un facteur justement qui explique aussi le cours justement des digital currency. Hein. Donc, et le quatrième également, c'est tout ce qui est risque géopolitique. Et là, vous faites de l'analyse justement textuelle, multilingue justement, pour voir le risque géopolitique qui justement a un impact sur les digital currency. Donc ce sont les différents facteurs qu'on a trouvés. Merci. Alors ce que tu viens de décrire me semble, peut-être à tort, hein, être un processus de gestion plutôt long terme et plutôt stratégique. Comment tu confrontes ta stratégie qui est finalement ultra tactique tout le temps? Donc, tes modèles, c'est basé sur quelles observations de la nature? Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de données qu'on prend en compte pour faire des prédictions vraiment, vraiment short terme. Et comme Tan Long l'a dit, il y a eu des drivers cette année, par exemple, qui ont énormément fait varier le prix. Donc, on peut penser aux ETF en début d'année, évidemment à l'élection de Trump, il y a quelques semaines. Et quand Tan Long parlait des risques géopolitiques, donc ça c'est très vrai, il y a quand même une forte corrélation entre les cryptos et les marchés extérieurs quand il n'y a pas de news propre à la crypto, et notamment les corrections d'avril ou ce genre de choses peuvent être expliquées par les événements géopolitiques. Donc nous, par exemple, les news géopolitiques, c'est les choses qu'on prend dans nos algos et on va prendre des positions quand il y a une news qui est négative, qu'on va maintenir quelques minutes ou quelques heures. Donc on va trader ces news et tous ces facteurs de volatilité sont des facteurs qui nous aident à générer des rendements. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la spécificité de ce marché comme les cryptos. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est allé dans ce marché, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un herding behavior qui est ultra important. Et c'est un marché qui est vraiment news-driven. Il y a des sentiments de panique et une volatilité énorme qui peut s'installer ou une euphorie très très rapidement. Et pour vous donner donc un exemple qui est peut-être moins marquant que l'élection de Trump, mais ce qui s'est passé il y a 2 jours quand Google a release sa puce quantique Willow, il y a eu un peu un vent de panique sur le marché des cryptos parce que les gens avaient peur que cette puce puisse mettre fin aux technologies donc, de cryptographie. Donc vous avez eu une correction du Bitcoin de 7% en quelques heures. Ça a recover depuis. Mais je veux dire, c'était vraiment ça a duré quelques heures. Et ça, c'est typiquement le genre de situation que nos algorithmes essaient de prévoir et qu'ils aiment trader. Donc il y a énormément de facteurs qui influent le cours des crypto-monnaies, mais c'est vraiment une asset class qui est vraiment volatile par son essence, et nous c'est ce qu'on essaye de récupérer. Donc on le récupère, nos algorithmes le prévoient à la fois donc sur des données de marché à très court terme. Par exemple, on va regarder tout ce qui se passe sur les order books. Donc on va pouvoir voir s'il y a des imbalances sur les order books et essayer de prendre des trades donc, qui vont durer quelques minutes. Mais comme je l'ai mentionné, on va le voir sur des news, mais aussi sur des choses qui sont très faciles à voir et où l'alpha est presque dans la donnée. Comme je dis, vous avez accès au mouvement des plus gros portefeuilles de Bitcoin, par exemple. Donc vous allez pouvoir voir quand vous avez un portefeuille qui fait 3 trades par an et à chaque fois qu'il fait des trades, c'est qu'il vend du Bitcoin sur une plateforme. Ça va avoir un impact direct sur le prix. Et vous allez être capable du coup de faire une prédiction via ces données. Et pour le coup, donc je ne sais pas si c'est la question, mais les données de QuantCube ou de Tan Long, pour nous, c'est vraiment des données qu'on pourrait inclure dans nos stratégies de 2 façons qui paraissent assez évidentes. Donc si je prends un exemple assez simple, peut-être des données d'inflation, parce que c'est quand même des données qui influent tous les marchés, et en particulier les cryptos, donc les assets qui sont considérés comme risqués. Donc pour les données d'inflation, vous avez 2 façons de voir les choses. Vous pouvez vous dire, option numéro 1 comme stratégie assez simple, les données de Tan Long sont tout simplement meilleures que
que toutes les données, que le consensus de l'inflation. Et du coup, en utilisant sa donnée plutôt que le consensus, le jour où la donnée va sortir, je vais pouvoir prendre un trade en m'appuyant sur la donnée que Tan Long m'a donnée. Donc ça, évidemment, c'est une façon de voir les choses. Il y a une autre approche qui est peut-être potentiellement plus intéressante, tout simplement de considérer les données de Tan Long et donc sa time series, donc les séries temporelles de l'inflation, qui est une série temporelle daily, comme tout simplement une autre série temporelle sur laquelle nous, on peut générer de la prédiction et de l'alpha. Aujourd'hui, vous n'avez pas de la série temporelle de l'inflation, ce n'est pas une série temporelle que vous allez avoir en daily. Donc nous, c'est très très compliqué pour nous de l'utiliser en input dans nos algorithmes, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de données. En utilisant donc, les données de Tan Long, même si ce n'est pas des données officielles, mais si les estimations sont bonnes, ça va être des choses qu'on peut directement utiliser en input et qui vont nous permettre de générer une prédiction. Et quand je vous parlais donc on a à peu près aujourd'hui 20 stratégies, ça serait une stratégie en plus qui serait potentiellement décorrélée de toutes les autres stratégies qu'on a. Et donc là, je prends l'exemple de l'inflation parce que c'est juste un exemple simple, mais ça peut être potentiellement n'importe quelle time series que QuantCube possède, sur lesquelles on va trouver un lien avec le marché des crypto-monnaies. Alors moi, j'ai une question que je n'ai pas préparée, mais qui m'est venue là. Alors attention. J'ai peur de la question. Tu as dit que sur les événements géopolitiques, tu pouvais prendre des positions de quelques minutes. Alors attention, la question est, ça veut dire que tu as régressé des événements géopolitiques pour savoir quel est le temps optimal ou quel est l'événement qui te fait couper le trade. Je ne sais pas si c'était très clair, mais... Si, donc c'est une très bonne question. Et en réalité, c'est pour ça que ce qu'on appelle les stratégies event-driven, et pas seulement sur le marché des cryptos, mais sur l'ensemble des marchés, donc le trading quantitatif, c'est des stratégies qui sont très très difficiles à mettre en place et sur lesquelles généralement les Sharpe ratios ne sont pas les meilleurs. Tout simplement parce que déjà, même si vous avez un événement qui est attendu, parfois c'est un sell de news, l'event, et du coup le marché va réagir de façon contraire à ce qui était prévu. Sur les news macro qui sont un peu des surprises, donc ça c'est différent parce que évidemment le marché va aller dans une direction qui va être beaucoup plus facile à prévoir. Par contre, sortir de la position, c'est quelque chose qui est difficile de faire de façon optimale. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a tendance à, comme tu l'as dit, nous on optimise sur des événements du passé. Donc tout simplement, nos algos d'exécution qu'on a aussi développés sont optimisés pour prendre la meilleure position possible. Mais c'est aussi pour ça qu'on trade sur des time frames qui sont vraiment très très courtes parce que ça va être difficile quand vous avez une prédiction de la garder sur un temps très très long, et c'est aussi très très difficile de prédire ce qui va se passer sur plusieurs jours. C'est beaucoup plus facile de prédire ce qui va se passer dans les 30 prochaines minutes au vu de toutes les données que vous avez, plutôt que de prédire ce qui va se passer dans 3-4 jours. Donc nous, c'est vraiment notre approche pour limiter la volatilité de nos stratégies, limiter le drawdown de nos stratégies, c'est de prédire sur un horizon très très court avec des données les plus larges possibles. Et donc plus on a de données et plus ces données sont alternatives et uniques, plus ça va nous permettre d'avoir tout simplement de nouvelles stratégies décorrélées, et ça va être un avantage pour nous. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à François maintenant sur la partie 4 bonds. Donc pareil, même question que pour tout le monde. François, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît ? Oui, très rapidement, j'ai aussi fait des études scientifiques avec un doctorat de physique, plus exactement de biophysique, où moi je faisais les modèles et les simulations, et puis il y avait des gens qui faisaient les expériences pour invalider ou confirmer les modèles que je proposais. Et ensuite, à la sortie de cette thèse, je suis parti dans le privé, en l'occurrence chez un réassureur, SCOR, le plus gros réassureur français, faire de l'actuariat, c'est-à-dire développer des modèles pour les statisticiens, pour faire simple, qui se trouvent chez les assureurs. Ce n'était pas exceptionnel à l'époque. Beaucoup de gens qui avaient fait des thèses en physique ou en mathématiques se retrouvaient en assurance ou en physique ou en finance, à faire des modèles. Et là, j'ai travaillé donc en réassurance, principalement sur des risques catastrophes naturelles, mais aussi sur d'autres risques, notamment ce qu'on appelle de la responsabilité civile. Et puis après quelques années en réassurance, je suis allé chez AXA, où je devais optimiser les programmes de réassurance. Donc AXA, évidemment, est exposé aux catastrophes naturelles. Il y a d'autres risques, mais une partie de ces risques est cédée aux réassureurs.
Et donc, j'optimisais les programmes de réassurance pour le groupe AXA. Encore une fois, sur les catastrophes naturelles. Et puis, il y a maintenant 16 ans, j'ai rejoint AXA IM pour lancer l'équipe ILS, donc Insurance Linked Securities. Et dans cette équipe, on investit principalement dans des obligations catastrophes, ou cat bonds en anglais, mais aussi dans des produits moins liquides, qu'on appelle de la réassurance collatéralisée ou des transactions privées, pour faire un peu plus simple, qui ressemblent quand même beaucoup à de la réassurance. Et peut-être il faut expliquer ce que c'est que la réassurance un petit peu plus en détail, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. La réassurance, c'est simplement l'assurance des assureurs. Et vous êtes peut-être familier quand même avec votre contrat d'assurance automobile ou multirisque habitation. Vous savez que vous avez une franchise, et normalement vous devez savoir que vous avez un plafond de garantie, c'est-à-dire que si vous avez un sinistre, votre assureur vous remboursera une partie du sinistre, mais il faut que ça dépasse la franchise. Donc vous garderez la franchise, votre assureur vous paiera le montant au-dessus de cette franchise jusqu'au plafond de garantie. En réassurance, c'est un petit peu pareil, on a cette notion de franchise, il faut que le sinistre soit suffisamment gros pour que les réassureurs commencent à payer des sinistres aux assureurs. Et on a aussi cette notion de plafond de garantie, c'est-à-dire que quand on investit dans une obligation catastrophe, eh ben, on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a investi. Voilà, donc pour ça, c'est pour faire un petit peu simple. Merci. Alors, comment étudies-tu les risques explicites que tu couvres lorsque tu prends une position dans un cat bond, et qui sont les émetteurs de telles obligations? D'accord, je réponds d'abord à la deuxième question, c'est la plus D'accord. simple. La majorité des émetteurs de cat bonds, ce sont des assureurs et des réassureurs. Il y a quelques États qui émettent des cat bonds, le Mexique par exemple, et quelques corporates, Alphabet, donc la maison mère de Google, émet aussi des cat bonds. En l'occurrence, ils cherchent à couvrir leur data center, ou en tout cas une partie de leur data center, contre des tremblements de terre. Mais la majorité, à 85%, c'est des assureurs et des réassureurs. Et quand nous, on investit dans une obligation catastrophe, on n'a pas de risque de crédit sur l'assureur ou le réassureur. Le sponsor, plus généralement, du cat bond, et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Pourquoi ? Parce que quand on investit dans un cat bond, entre le sponsor, donc l'assureur ou le réassureur, et les investisseurs, il y a un véhicule, un SPV, Special Purpose Vehicle, dans lequel le cash va être ségrégué. Donc, si l'assureur ou le réassureur arrête de payer sa prime, c'est un early redemption event, excusez-moi du franglais, mais dans ce cas-là, les investisseurs vont récupérer leur investissement. Donc, on n'a pas de risque de crédit sur cet assureur ou ce réassureur. Par contre, on peut perdre notre argent si une grosse catastrophe survient. Une grosse catastrophe, ça veut dire quoi ? Un gros ouragan aux États-Unis, une grosse tempête en Europe, pour les plus anciens, type Lothar ou Martin en 99, ou un gros tremblement de terre au Japon, comme en 2011 avec Tohoku. Donc, encore une fois, il faut qu'il soit suffisamment gros, parce qu'il y a ces histoires de franchises, et les franchises, elles sont extrêmement élevées, donc il faut grosso modo des pertes, par exemple sur un ouragan aux États-Unis, à 40 milliards de pertes assurées pour que nous, on commence à perdre de l'argent sur une obligation catastrophe. Donc il y a eu quelques événements cette année, en septembre-octobre, 2 ouragans, Hélène et Milton. Les pertes assurées vont rester probablement en dessous de 30 milliards. Donc ça a un coût évidemment pour les assureurs et une partie des réassureurs. Mais nous, on est sur des tranches qui sont plus seniors, et donc on n'est pas impacté par ce genre d'événements. Donc à la fin, ce que nous, on prend comme risque, c'est vraiment le risque de survenance d'une grosse catastrophe naturelle dans une zone bien définie. Et si on dépasse ces seuils-là, eh bien, on peut perdre de l'argent. Juste pour fixer des ordres de grandeur, on couvre des événements qui arrivent tous les 50 ans, tous les 100 ans. Donc on ne couvre pas des événements qui sont récurrents, qui arrivent tous les 5-10 ans. Alors justement, la question pour Tan Long, est-ce que tu as un moyen de connaître la saisonnalité ? Alors pas de risques qui surviennent tous les 5 ans, tous les 100 ans, mais des risques inhérents à tel ou tel cat bond ou insurance linked securities. Nous, ce qu'on avait développé, mais il y a quelques années, c'était justement prévision des cycles El Niño, La Niña, justement. Et là, on avait fait des modèles où, justement, encore en temps réel, vous preniez la température de l'océan à la surface, la température de l'océan à 20 mètres de profondeur. En fait, ça vous dit la
l'énergie qui est emmagasinée dans l'océan, en fait. Et après, vous prenez en fait la vitesse des vents et les tourbillons, et c'était pour calculer les probabilités des ouragans. Par contre, ce qui est très difficile après, c'est d'estimer après où est-ce que l'ouragan va aller. Du coup, ça c'est et comme il y a tellement d'incertitudes, bon, on s'est dit on va pas continuer. Du coup, il y a beaucoup d'imprécisions dans ces modèles, donc on les a laissés dans le carton. Par contre, là justement, en échangeant ensemble, on se dit comment nous après on pourrait utiliser nos données là. Et l'une des applications peut-être plus tard, c'est justement utiliser des données très haute résolution pour estimer vraiment en temps réel ce qui se passe justement quand il y a des catastrophes. Mais ça ne permet pas d'estimer vraiment en temps réel, du moins la trajectoire de l'ouragan. Là, on en est très très loin. François, en ce qui te concerne, est-ce que tu vas analyser chacun des risques des cat bonds ou alors tu as une approche plus statistique visant à largement diversifier ton portefeuille? Alors nous, on analyse chaque transaction. Juste peut-être pour donner quelques ordres de grandeur, le marché des cat bonds, c'est un marché qui est relativement petit, qui fait 45 milliards de dollars. Et chaque année, il y a environ 15 milliards d'émissions. Je ne l'ai pas mentionné, mais associé à cette structure de SPV, les obligations catastrophes, c'est des obligations à taux variable. Pourquoi ? Parce que l'argent qui est ségrégué dans ce SPV, il va être investi dans des money market funds ou AAA ou dans des notes émises par des banques AAA, donc la Banque européenne ou la Banque internationale de reconstruction et de développement. Donc en tant qu'investisseur, on va recevoir deux composantes, la partie flottante qui vient de ce collatéral et le spread qui correspond en réalité à la prime qui est payée par l'assureur ou le réassureur. Donc ça, c'est juste pour fixer les idées. Et la duration, la maturité à émission, c'est typiquement 3 ans. Donc c'est des actifs à faible maturité. Ce que nous, on va regarder, c'est vraiment chaque transaction, puisque le marché est relativement petit. 15 milliards d'émissions par an, 3 ans de maturité moyenne, comme je disais au début, ça fait bien les 45 milliards d'outstanding amount. Donc ça fait à peu près 150 actifs qui sont émis tous les ans. Donc on a la capacité d'analyser ces 150 actifs qui arrivent sur le marché primaire tous les ans. Après, la composante statistique, elle est évidemment très très importante puisque l'objectif pour nous, c'est de se construire des portefeuilles diversifiés. La majorité des cat bonds sont exposés aux catastrophes naturelles aux États-Unis, notamment les ouragans en Floride et les tremblements de terre en Californie, mais une grosse partie du marché est exposée aux États-Unis. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de diversifier nos portefeuilles en ayant de l'exposition en dehors des États-Unis, donc sur de la tempête en Europe, sur du tremblement de terre en Turquie, en Italie, sur du tremblement de terre japonais ou sur des typhons japonais. Donc la composante diversification, elle est extrêmement importante pour nous, mais par contre, encore une fois, on va analyser chaque transaction une par une. Alors, plus qu'un point d'entrée, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le marché secondaire, s'il y en a un, et comment concrètement l'échéance des obligations se déroule? Oui, bien sûr. Donc, les obligations catastrophes, comme leur nom l'indique, ce sont des obligations. Donc, on peut les traiter dans un marché secondaire. C'est principalement le nom de l'OTC, mais on peut traiter ces actifs dans le marché secondaire. Il y a une composante assez importante dans la valorisation de ces actifs parce qu'une partie des risques sous-jacents sont saisonniers. Les tremblements de terre ne sont pas saisonniers, mais les ouragans sont saisonniers. Il y a une saison, officiellement, c'est du 1er juin à la fin novembre. Ce qui veut dire que quand vous êtes en début d'année, vous vous rapprochez de la saison des ouragans, le risque augmente pour vous en tant qu'investisseur, donc le rendement que vous allez demander va augmenter et le prix des actifs diminue. Une fois que vous êtes au milieu de la saison des ouragans, on va dire en août, ou que vous sortez de la saison des ouragans, comme une partie du risque est derrière vous, le risque diminue, le spread va diminuer et le prix de l'actif va augmenter. Évidemment, ça c'est conditionnel au fait qu'il n'y a pas eu de catastrophe naturelle qui vous fait faire une perte sur votre investissement. Mais s'il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, vous avez ce phénomène de prix qui font des oscillations à la baisse quand on rentre dans la saison des ouragans et à la hausse lorsqu'on en sort. S'il n'y a pas de catastrophe naturelle, l'actif va maturer au pair et donc on va récupérer notre principal. Si une catastrophe survient, alors on peut perdre une partie de notre investissement ou la totalité de l'investissement en fonction de l'amplitude de la catastrophe. Alors, quel regard portes-tu sur le nowcasting ? Personnellement, je pense pas, en tout cas sur la partie forecast, on n'est pas sur du nowcasting mais du forecasting. Sur lequel, Tuan Long l'a très bien dit, il y a aujourd'hui aussi beaucoup d'incertitudes sur les forecasts. Je prendrai l'exemple d'un ouragan qui a touché les États-Unis en 2017.
qui s'appelait Yann. Si vous regardez l'indice Swiss Re, il y a un indice sur le marché des 4 bonds. Vous verrez que cet indice, il a chuté de 15%. Mi-septembre, il a remonté de 9% la semaine d'après. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait à ce que Yann touche la Floride, et plus précisément Miami, où évidemment il y a beaucoup de sommes assurées, donc on s'attendait à une perte marché autour de 100 milliards de dollars. Il se trouve que et ça c'était le vendredi, il se trouve que pendant le week-end, cet ouragan, il est descendu un peu plus au sud, il a touché Cuba et il est remonté sur la Floride, mais pas sur le côté est de la Floride, sur le côté ouest, donc plus à Miami, mais sur une partie beaucoup moins peuplée. Donc les pertes assurées, elles sont passées en 2 jours de 100 milliards à 40 milliards. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, 40 milliards, c'est un petit peu le seuil où on commence à payer des sinistres, donc à perdre de l'argent sur nos 4 bonds. À 100 milliards, on aurait eu beaucoup de pertes. À 40 milliards, on n'a eu quasiment aucune perte. Et ça, c'était encore une fois 2 jours avant le landfall. Et l'année dernière, il y a eu un ouragan au Mexique. 24 heures avant, il était catégorie 1, il est passé catégorie 5. Juste pour expliquer, catégorie 5, c'est la catégorie la plus élevée sur les ouragans, et catégorie 1, c'est la catégorie la plus faible. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Et évidemment, si vous avez un catégorie 1 ou un catégorie 5, les dommages ne sont pas du tout les mêmes. Plus ils sont élevés, plus la vitesse de vent est élevée, donc plus il y a de dommages. Mais par contre, je pense qu'en effet, post-événement, les données satellitaires peuvent être extrêmement utiles. Pourquoi ? Parce que nous, on a besoin de savoir assez rapidement quel est l'impact d'un événement, une catastrophe naturelle, que ce soit un ouragan ou un tremblement de terre, sur les biens qui sont assurés par les assureurs. Nous, on couvre des assureurs, mais eux-mêmes couvrent des assurés. Et donc, c'est important pour nous de savoir rapidement les pertes de nos assureurs afin de déterminer si la perte de cet assureur va dépasser la franchise du 4 bond. Et donc, si nous, en tant qu'investisseurs dans le 4 bond, on a une perte. Vous pouvez les remercier, bravo, merci beaucoup messieurs.